Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une bien grosse boîte puisque nous allons voir Black Rose War. Alors Black Rose War est un jeu qui n'est pas sorti récemment, que je voulais tester depuis longtemps et puis bon bah je l'ai jamais fait au final et là je l'ai fait. Et le jeu m'a bien plu donc je vous le présente. Alors c'est pas pour rien que je l'ai fait, je fais cette vidéo en juillet 2021 et il se trouve que le mois prochain l'éditeur va sortir une expansion en standalone, donc on pourra jouer sans la boîte de base qui s'appellera Black Rose War Rebirth. Donc dans Black Rose War au niveau thématique nous sommes des mages et nous allons essayer de devenir le grand mage du coin et pour ça nous allons nous tataner dans une vaste zone composée de différentes salles qui sont des tuiles comme vous allez voir avec à la base une mécanique de deck building. Alors ce jeu à mon avis prend vraiment de l'ampleur au fur et à mesure où on y joue de plus en plus, donc c'est bien, il y a une bonne rejouabilité mais surtout mieux connaître les cartes et la manière de construire son deck doit améliorer systématiquement l'expérience de jeu. Ma première partie j'ai été très mauvais, j'ai choisi une optique qui est déclarée comme difficile dans le jeu et je m'y suis mal pris, mais ça me donne envie de recommencer d'une manière complètement différente. Donc c'est déjà un point tout à fait positif du jeu. Alors le premier plateau, vous allez voir, on a plusieurs plateaux dans ce jeu, des plateaux personnels pour les joueurs, deux plateaux qui vont ressembler à ça et un plateau modulaire formé de tuiles. Alors sur ce plateau, la chose importante c'est de voir tout de suite la mécanique du jeu. Ici vous avez les points de victoire qui s'arrêtent à 30 et ce n'est pas pour rien parce qu'en fait chaque joueur, on peut jouer à 4, va avoir un jeton comme ça, on commence à 0 et il faut bien comprendre que on va gagner des points et que la partie va se terminer quand un joueur atteindra 30. Alors on finira la manche en cours, en plus il peut dépasser 30, donc au dos des jetons on a un plus 30 pour venir se mettre ici, on dépasse les 30 points d'ailleurs. Mais en tout cas quand un joueur atteint 30 points, ça signe la fin de la partie. Alors ce n'est pas tout, il faut savoir qu'il y a un jeton rose-noir ici, donc un joueur virtuel on va dire, qui va progresser selon certaines règles que vous allez voir, mais si le jeton rose-noir arrive là, c'est pareil, ça va déclencher la fin de la partie. Et à la fin de la partie, ce jeton compte en fait, donc s'il est devant tout le monde, en fait aucun joueur n'a gagné. Alors thématiquement, ça veut dire que les mages n'ont pas été assez bons pour pouvoir prétendre être grand maître à la suite du grand maître qui est parti. Alors c'est pas mal, il y en a qui peuvent reprocher ça, moi j'aime bien parce qu'en fait ça nous pousse un peu. Alors ce jeu du coup est une course au point, donc on va essayer de faire le plus de points le plus vite possible. Donc parce que si la rose noire avance et que nous on traîne, on va commencer à s'accélérer et à se dire oula, il s'agirait peut-être de se mettre à faire des points plutôt que de commencer à construire des tonnes de trucs. Faut faire des points. Donc c'est une bonne chose, moi je trouve, de nous pousser comme ça grâce à ce jeton rose noir qui avance et qu'il faut dépasser. Au final, dans ma première partie, la rose noire a fini dernière, on lui est tous passé devant, mais c'était pas large, elle était juste derrière, donc il a fallu faire en sorte de lui passer devant. En tout cas, voilà comment ça se passe. Course au point, à 30 points la partie est terminée, même si on peut dépasser 30 points. Donc c'est la dynamique du jeu, donc il y a un aspect course dans le jeu bien évidemment. Alors vous voyez les phases lunaires comme ça, bon c'est pour le thème, mais en fait parce que des choses vont changer quand quelqu'un atteindra le 6 ou 18 points, d'ailleurs même la rose noire, dès qu'un jeton atteint ici, on va changer certaines cartes comme vous allez le voir pour que le jeu aille crescendo. En tout cas on commence ici à 0. Alors je vous disais que le plateau principal est modulaire et regardez on a des tonnes de tuiles, alors en fait ce sont des salles et qu'on va venir placer comme ça sur le plateau de jeu en sachant que là il y a une salle centrale qui est la salle de la rose noire que je vous montre ici, que l'on doit placer comme ceci au milieu de tout ce que l'on va mettre autour. De plus, on a la salle du trône, c'est écrit tout en haut, qui va venir se mettre à côté, alors comme on veut. Et une fois qu'on a placé ces salles, on va pouvoir aller mettre toutes les autres autour, de façon à former quelque chose d'à peu près symétrique, comme je suis en train de vous le faire. Alors ça, c'est tout à fait différent, je vous montrerai après, mais en tout cas, voilà. Et donc, on a plein de salles avec leur nom, ça c'est la crypte, etc. Et des emplacements pour des cubes. Vous allez voir pourquoi. Voilà, donc le plateau au final ressemble à ça, mais j'ai mis les salles de façon aléatoire, sauf la rose noire au centre et le trône à côté. Mais les joueurs vont aussi avoir une chambre de départ. Alors on les place de façon cachée, comme ceci, aux quatre coins quand on joue à 4, et en fait on va les retourner après que chaque joueur ait choisi sa couleur. Et donc on partira pas tout, enfin on saura pas d'où on part jusqu'au dernier moment. Alors c'est important parce que qu'en fait, tout simplement, en fonction de la salle de départ, les salles qui sont autour sont pas les mêmes. Donc voilà, on place comme ça, et chacun va démarrer dans sa salle, en fonction de la couleur qu'il aura choisie, et chacun est représenté par une figurine. Donc voilà, quand on joue à 4, on va jouer avec les 4 figurines qu'on va poser sur le plateau, et vous avez bien compris, ces figurines vont se déplacer, et on va aller faire différentes choses dans ces différentes salles, bien évidemment, de façon à marquer les points de victoire, qui sont là, je vous les mets là sur le côté, mais qui sont donc ici. Alors comme vous allez le voir, le jeu est un jeu de deck building, donc on va se
se construire un deck de cartes et on va faire quasiment toutes nos actions avec ces cartes. Mais pas seulement, donc on va faire des actions avec des cartes de notre deck que l'on aura construit, mais aussi on va pouvoir en plus faire des actions dans les salles qui dépendent des salles. Et pour ça, il y a des petits jetons qui sont comme ceci, qu'on va mettre sur chaque salle en fonction de son nom, et qui vont nous permettre de faire cette action, c'est-à-dire l'action de la salle. Donc les actions qu'on va faire, ce sera les actions qu'on aura dans nos cartes, vous allez voir comment on gère son deck de cartes, et les actions des salles, donc on va se déplacer, et puis on va faire l'action de la salle où on arrive, vous en doutez bien, et puis des actions des cartes que l'on aura, on va voir ça tout de suite, donc on va poser ça sur chaque salle en fonction du nom. Voilà, chaque salle a son jeton, et donc l'action qu'on va pouvoir y faire, et la rose noire qui est au centre est une action très spéciale qu'on va venir mettre là, et oui, au début, on ne peut pas déclencher l'action de la salle de la rose noire, il va falloir atteindre ici le premier, la demi-lune là, c'est-à-dire 6 points de victoire. Quand quelqu'un, même la rose noire, atteint 6 points de victoire, on va pouvoir poser ça ici et faire le pouvoir de cette salle. Le pouvoir de cette salle, vous verrez, est très puissant, donc il faut aller le faire, parce que ça va donner vraiment beaucoup de puissance, mais en tout cas, on ne peut pas le faire au tout début du jeu. Donc en plus de cela, vous allez voir, on a un autre plateau avec des événements, j'y reviens dans un instant, et puis chaque joueur a évidemment un plateau personnel, donc qui dépend du personnage que l'on prend. Alors je vous montre le jeu de base, il y a des extensions, et en fait, pour chaque plateau, c'est la même chose. Ici, on a des points de vie, oui, alors ce sont des emplacements pour des cubes, vous allez voir pourquoi. Alors oui, on va pouvoir mourir, mais c'est absolument pas grave dans ce jeu, parce que c'est un jeu où on fait des points, donc c'est vraiment se prendre des coups, plutôt en donner aux autres, c'est une histoire de points, mais mourir n'est pas une catastrophe. Ça peut vous embêter, mais c'est pas une catastrophe. Et en fait, vous avez ici des emplacements pour des cartes. Comme vous voyez, c'est la forme avec des sorts. En fait, les cartes, vous allez voir, sont des sorts, sont des actions possibles. Et ici, on a 2 places pour 2 jetons actions. Là, vous allez voir dans un instant, c'est un petit peu particulier. Je vous explique ça tout de suite. Alors, comme je vous disais, le jeu est un jeu de deck building, donc vous allez voir, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. En fait, on va construire un deck de cartes. Bon, vous connaissez le système, on a chacun un certain nombre de cartes. On va le poser sur le plateau, là, à gauche, pour dire que c'est notre deck. On va piocher en début de tour un certain nombre de cartes. On va pouvoir jouer avec pendant 7 manches. Quand on joue des cartes et qu'elles seront jouées, elles viendront ici dans notre défausse. Donc on le met là. Ici, notre tas, là où on pioche, est vide. On remélange la défausse, on la remet ici, on repioche dedans. C'est le système du deck building. Donc avec un moyen, vous allez le voir, de défausser définitivement des cartes de notre main pour épurer notre deck, les enlever. Et puis évidemment, un moyen de gagner de nouvelles cartes pour modifier notre deck et l'améliorer en fonction de la stratégie que l'on a choisie. Alors, ce jeu est stratégique, mais d'autant plus qu'on a fait beaucoup de parties. Au début, comme on ne connaît pas bien les cartes, on va être beaucoup plus dans la tactique. Donc il y a un jeu vraiment très tactique, ça c'est toujours, et l'aspect stratégique qui est dès la première partie prend de l'ampleur certainement avec les parties qui avancent. En tout cas, vous voyez, on a ces cartes-là, et on va jouer avec ces cartes, comme je vous ai dit. Alors sur le plateau personnel, pourquoi vous avez ces emplacements-là? Parce que vous allez voir dans un instant, il y a une phase de préparation où on va pouvoir poser comme ça de notre main différentes cartes. Alors on peut en poser 2 à 4, vous verrez dans un instant encore une fois, pour pouvoir les jouer pendant sa manche. Évidemment, là on va poser 4 cartes, ça sera les cartes avec lesquelles je vais jouer pendant ma manche, mais pas uniquement, puisqu'on va pouvoir déclencher l'action des salles, comme je vous l'ai dit. Et ce n'est pas tout à fait tout, puisqu'on a 2 petits jetons actions aussi, qui vont nous permettre de faire des actions différentes, dites physiques. C'est très simple, c'est bouger ou mettre des baffes, mais en physique, alors que là, ce sont que des sorts. Donc là, on a des cartes issus de notre main, qui viennent de notre deck, qu'on va utiliser pendant notre manche. Ici, on a 2 jetons actions pour se déplacer ou mettre des baffes, mais en physique, non pas avec ces cartes qui ont des sorts. Bon, c'est tout l'intérêt du jeu, bien sûr, vous allez le voir. Là, l'emplacement pour notre deck, là, pour notre défausse. Ici et là, en fait, ce sont des quêtes. Parce que vous allez voir, dans ce jeu, on marque des points de différentes manières. D'une part, en mettant des baffes aux autres. C'est sûr que quand on balance des dégâts sur les autres, ça va au final nous faire des points, pas immédiatement, pas à chaque coup, mais vous allez le voir, en détruisant des salles, oui, on peut détruire des salles, et quand on détruit une salle, en fait, le jeton là qui est dessus, on le met ici pour nous dire qu'on a détruit cette salle, et ça nous fera des points de victoire aussi en fin de partie. La salle en elle-même, vous verrez, on peut plus l'utiliser comme on le faisait avant, mais on a aussi des jetons trophées. Ça, c'est à chaque fois que l'on tue, entre guillemets, ou qu'on amène les points de vie, en tout cas, à 0 d'un joueur, il va nous donner un jeton, donc, à son effigie, qu'on va venir mettre ici, et ça sera aussi des points de victoire en fin de partie. Donc les points de victoire, encore une fois, destruction de salles, bon ça on le fera un petit peu moins, plutôt vers la fin de la partie, parce qu'elles tiennent la route, quand même, les salles, on les détruit pas comme ça. Les jetons trophées, si on a, on va les accumuler en fonction du nombre de fois où on a annulé tous les points de vie d'un joueur. On va voir le nombre de jetons trophées qu'on a à la fin. Quand on annule tous les points de vie, vous verrez, on marquera aussi des points. Et puis vous avez aussi des quêtes. Et les quêtes, alors vous verrez, elles sont de différents types. Ce sont des cartes comme ceci qu'on va pouvoir gagner en cours de partie. On va lire un peu ce qu'il faut faire et on va les mettre ici. Donc, et puis quand on aura réalisé la quête, hop, j'ai fait ma quête, on marquera des points et on la posera ici. À ce niveau-là, alors c'est rigolo, celle-là on rapporte 0, mais bon, il doit y avoir un texte ici, et on la posera ici pour les quêtes réalisées, ça aussi c'est des points de victoire. Donc,
des quêtes, c'est-à-dire des actions qu'on va essayer de faire tout au long de la partie, et on va essayer d'en faire un maximum, mettre des dégâts aux autres et éventuellement arriver à être celui qui lui met le dernier dégât pour le tuer, et détruire les salles qui sont ici. Voilà les moyens de faire des points de victoire. Il n'y a que ça? Non. Et en fait, tout l'intérêt du jeu est là, c'est que les cartes ici sont très variées. Et vous avez des moyens de faire des points de victoire qui dépendent des cartes. Alors là, je ne vais pas tous vous les expliquer, ça ne sert pas à grand-chose, mais évidemment, vous aurez d'autres actions qui rapporteront des points de victoire aussi, en fonction des actions écrites sur ces cartes, sur ces sorts que vous pourrez lancer à votre tour. Bien, alors comment se déroulent les manches, les tours, comment ça fonctionne? Alors je vous rajoute un plateau qui est celui-là. Alors là, vous avez ressources, en fait, c'est des cubes. Parce que vous avez vu ici qu'il y a des emplacements sur les cubes, vous avez vu que sur le plateau personnel, vous avez dû le voir, il y a des emplacements pour les cubes. En fait, à chaque fois qu'on fait des dégâts, chaque joueur a des cubes à sa couleur, il va les mettre là où il les fait. C'est comme ça qu'on va savoir qui a fait quoi pour les points. Bon, la rose noire, donc ce joueur virtuel, vous savez, avec le jeton qui progresse aussi ici, a des cubes parce qu'il va pouvoir faire des dégâts aussi. Ici, les salles détruites et trophées, parce qu'il va pouvoir aussi éliminer des joueurs et gagner un trophée, ou détruire des salles, et on lui met ici. Bon, donc ça c'est pour la rose noire, ce joueur entre guillemets virtuel qui nous pousse vers l'avant dans cette course en permanence. Mais vous avez des événements aussi. Évidemment, on va commencer par ça lorsque l'on commence une manche. Première chose à bien voir, regardez, ça c'est les cartes événements, vous voyez une petite lune là, mais si je progresse, vous allez avoir d'autres cartes avec une demi-lune, puis enfin d'autres cartes avec une lune pleine. Et on a aussi ça sur les cartes quêtes, alors là elles sont dans l'autre sens, mais peu importe, la lune pleine, hop hop hop, voilà la demi-lune, et puis je sais pas où se ranger les autres, les croissants de lune, mais ils doivent être pas loin. Et ce n'est pas pour rien que vous retrouvez le symbole que vous avez ici pour le début, milieu de partie, fin de partie. C'est-à-dire qu'en fait les événements qui vont survenir, mais aussi les quêtes que l'on va pouvoir piocher, vont évoluer en fonction du stade de la partie, vous, vous doutez bien, pour avoir de plus en plus d'impact, être de plus en plus, ça rapporte de plus en plus pour avoir un effet crescendo, que ce soit au niveau des événements ou que ce soit au niveau, encore une fois, des quêtes. Donc je vous ai placé, on met les événements ici, les quêtes là, et on va pouvoir commencer la manche. Alors je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors je vous conseille juste une chose, c'est d'imprimer cette aide de jeu qui paraît un peu complexe en 2 pages, qui récapitule toutes les phases du jeu qu'on trouve sur BGG. Il n'y a pas ce genre d'aide dans le jeu, c'est très dommage. On a une aide, vous verrez, pour les salles, qui est très bien, mais ça manque beaucoup d'aides de jeu. Alors, il y a 2 défauts que je trouve ergonomiques dans le jeu. 1, les aides de jeu qui manquent cruellement, et 2, les couleurs. Alors, vous savez évidemment que je suis daltonien, c'est le pire jeu que j'ai jamais vu pour les couleurs. C'est-à-dire que là, vous avez du bleu, du violet, incapable, moi, de les différencier, le vert et le jaune, incapable de les différencier, je parle de ces jetons, et même le rouge, mais enfin ça, je pense que c'est rouge, j'ai un petit peu de mal, mais parce qu'il y a du gris. Bref, je suis incapable de voir les couleurs. Pire, vous allez avoir des couleurs sur les cartes, mais vous ne pouvez pas demander aux autres joueurs, parce que vous révélez votre jeu si vous demandez la couleur qu'il y a sur votre carte. Et c'est fondamental. Et moi, je suis incapable de voir les couleurs. Et il n'y a pas de symbole pour les daltoniens. Donc du coup, ce jeu, pour moi, est injouable quand on est daltonien. Alors, heureusement, il y a une solution que j'ai, c'est de télécharger une application sur son iPhone ou sur son Android qui permet, avec la caméra de son téléphone, de nous dire les couleurs. Je l'ai fait, hein, j'en ai une qui marche très bien, et fort heureusement, je l'avais, et du coup, j'ai pu, grâce à cette application, alors qui s'appelle Cone, C-O-N-E, grâce à cette application, de voir quelle couleur j'avais, donc j'ai pu jouer tout à fait normalement. Mais il faut une app sur l'iPhone pour les daltoniens, parce que sinon, le jeu n'est pas jouable. J'espère qu'ils vont modifier ça avec l'extension qui va arriver en août 2021. En tout cas, j'en ai parlé à l'éditeur, il m'a dit qu'elle allait en parler au concepteur pour essayer de trouver une solution. Alors, la façon dont se déroule chaque manche est assez simple. On a d'abord une première phase où on va résoudre et on va gérer les événements. Alors, les événements impactent tout le monde, donc il n'y aura pas du tout de problème avec ces événements. Il n'y a pas un événement qui va plus impacter un joueur qu'un autre, créant par hasard des déséquilibres. Absolument pas. Tout le monde va être impacté par des événements qui peuvent être négatifs en règle générale, mais aussi positifs pour tous les joueurs, qui va changer votre stratégie pour la manche en cours. Ça peut tout à fait arriver, c'est tout à fait sympathique, ça renouvelle le jeu à chaque manche. Donc on va gérer tous ces événements, mais à cette phase-là de tout début aussi de jeu, on va gérer nos quêtes. Je vous ai dit qu'il y avait des quêtes. Quand vous êtes en début de manche, si vous avez des quêtes qui en final ne vous vont plus ou ne peuvent plus être réalisées, ça peut arriver, c'est en début de manche que vous pouvez les défausser. Donc on peut défausser des quêtes que l'on n'a pas fait, si on le souhaite, il n'y a pas de problème, et on en repiochera des nouvelles, heureusement, parce que parfois des quêtes sont plus faisables quand la partie avance. En sachant une chose, c'est que quand on défausse des quêtes, c'est important à savoir, on fait avancer le jeton de la rose noire. Et on le fait avancer de combien? Et bien quand on est dans la première phase de 1, quand on a passé ça de 2, quand on a passé ça de 3. 3 points. Donc défausser des quêtes, ça fait avancer la rose noire. Donc on va peut-être pas essayer trop de le faire, mais parfois on sera bien obligé de le faire. Donc ça, en tout cas, c'est au début, on gère les événements, on défausse éventuellement des quêtes que l'on aurait et qu'on veut plus faire, mais on fait avancer la rose noire, et on va pouvoir piocher une quête pour tous les joueurs qui n'auraient pas de quête en cours. C'est en tout début de manche, donc je prends la première quête qui est ici, et je vais la piocher, et je vais la garder secrètement. Les autres joueurs ne savent pas ce que fait cette quête.
tout simplement. Les quêtes, c'est toujours à peu près pareil. Vous voyez, celle-là, il faut que j'aille dans la salle de l'hôtel sacrificiel, pardon, qui est, je ne sais même pas où, mais c'est pas très grave, de l'hôtel sacrificiel, et je peux, plutôt qu'utiliser l'effet normal de la salle, choisissez un mage dans n'importe quelle salle et infligez-lui 3 dégâts. Donc quand cette quête sera faite, c'est-à-dire quand je serai allé dans la salle de l'hôtel sacrificiel et que je l'aurai activé, donc j'aurai déclenché son action, vous allez voir comment on fait, cette quête est faite. Quand une quête est faite, vous verrez, c'est très simple, je vais marquer les points qui sont en bas, là, vous voyez, un point de victoire, là, sur la piste, et je la garde faite, de façon, je vous ai montré sur la droite de mon plateau, parce que le nombre de quêtes que j'aurai fait à la fin de la partie sera aussi des points de victoire. Donc à la fois one shot là, tout de suite, qui me fait progresser, et puis en fin de partie des quêtes. En tout cas, les quêtes, c'est comme ça que ça marche. Début de manche, on résout les événements. Si j'ai 0 quête, j'en pioche une que je conserve secrètement, mais j'ai pu, avant, si j'avais des quêtes, les défausser si elles ne me plaisaient pas, en faisant avancer la rose noire, en sachant que si vous avez déjà une quête en cours lors de cette début de manche, vous n'en piochez pas. C'est uniquement les joueurs qui n'en ont pas qui peuvent en piocher. Lorsqu'on a fait ça, on passe dans une deuxième phase, la phase d'étude, où on va modifier notre deck. C'est dans cette phase où on va avoir le droit de défausser une carte de notre main, alors vous allez voir, parce qu'on a des cartes en main bien sûr, mais définitivement de la virer, d'épurer notre deck, et où on va gagner de nouvelles cartes. Donc, phase d'événement, phase de gestion de nos quêtes, ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Deuxième phase, gestion de notre deck, on gagne de nouvelles cartes, on prend de nouvelles cartes en main, on peut défausser définitivement une carte de notre main si elle ne nous plaît pas. On a géré notre main, on a géré notre deck, ça c'est la deuxième phase. Puis phase de préparation. Ben, je vous ai dit, vous vous souvenez, qu'on va poser des cartes ici. En fait, dans la manche, on va pas jouer avec toutes les cartes qu'on aura en main, mais uniquement celles qu'on aura posées ici, en suivant une certaine règle que l'on va voir. Ben, phase de préparation, chacun va dans son coin poser ses cartes ici pour préparer sa manche. Il pose de 2 à 4 cartes, vous verrez, en sachant que cette carte-là doit toujours être mise. Donc de 2 à 4 cartes qu'il va pouvoir jouer au cours de sa manche. Donc ça, c'est la phase de préparation. On la fait tous en même temps, donc ça c'est bien, parce que c'est une phase un peu longue, hein, faut qu'on réfléchisse, mais comme on réfléchit tous en même temps, sauf si un joueur est très très lent, hein, ce qui est arrivé dans ma partie, mais sinon, normalement, ça se résout vraiment bien en même temps. Ensuite, on aura la phase d'action, bah, c'est là où on va vraiment jouer, on va jouer nos cartes qu'on aura mis, on va jouer nos petits jetons d'action physique dont je vous ai parlé, on va se déplacer, on va faire agir les salles, bref, c'est tout le cœur du jeu, c'est cette phase d'action. Et ensuite, nous avons, une fois que tous les joueurs ont fini leur phase d'action, on a utilisé toutes nos cartes, tous nos jetons, donc on peut plus rien faire, bon bah moi j'ai fini ma manche, on va avoir une phase d'évocation, et enfin une phase d'entretien. Bon, les phases d'entretien, c'est classique, hein, on va défausser nos sorts dans nos zones de défausse, bon, c'est pas la peine de vraiment l'expliquer, on remet le plateau comme il faut pour recommencer une manche, mais juste avant cette phase d'entretien, après la phase d'action, nous avons une phase d'évocation. Alors ça, c'est quoi? Et vous allez le voir, il y a des salles et des cartes qui nous permettent d'invoquer des créatures et de les faire jouer. Alors les créatures, il y en a plein, je vais vous montrer, ce sont des figurines. Alors les figurines sont jolies, moi je suis pas un fan absolu des figurines, hein, mais il faut avouer qu'elles sont sympas. Donc voilà, on a des figurines comme ça. Ce sont des créatures que l'on peut, je crois que celle-là c'est la plus balèze, bien qu'il y en ait encore une plus grosse, bon, j'arrive pas à la sortir, elles sont vraiment bien coincées, mais bien qu'il y en ait une, ça c'est des hôtels, enfin il y a différentes règles possibles. Hop, pardon, je me disperse parce que je voulais vous montrer aussi des grosses. Voilà, celles-là les plus grosses qui sont pourtant pas les plus puissantes. Hein. Voilà, pouf, hein, le plus gros. Donc, on va pouvoir invoquer pendant nos actions ce genre de créatures-là et qui n'agiront qu'à la fin de la manche. Bon, elles tapent, hein, c'est simplissime. Donc, c'est la phase d'évocation. Donc, on va tous jouer. Quand on aura fini de jouer, bah, les joueurs qui auront invoqué ces créatures vont pouvoir les jouer. Et ceux qui n'ont pas invoqué, bah, ils font rien cette phase. Puis phase d'entretien. Et on tourne comme ça. Événement, gestion de quête, gestion de ma main de cartes et de mon deck, préparation des cartes que je vais jouer à cette manche, je déplace mon mage, je fais des actions des salles, je fais les actions de mes cartes, je fais mes actions physiques. Lorsque j'ai tout fait, que j'ai plus rien à faire, je passe, j'ai terminé. On fait une phase d'évocation, ceux qui ont invoqué les créatures que je vous ai montrées jouent les créatures. Phase d'entretien, on range un peu, on vire nos cartes qu'on a jouées, etc., etc. Et puis on recommence jusqu'à ce que quelqu'un arrive à 30 points. Et comme je vous ai dit, les points de victoire, ça sera les quêtes que vous aurez réalisées, les coups que vous aurez mis aux autres, les coups éventuellement que vous aurez mis dans les salles, des points de victoire que vous aurez gagnés avec vos cartes sorts, hein, puisque c'est ça, vous l'avez vu, hein, les cartes que l'on a. Alors là, c'est très 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 variable. Allez, on reprend dans l'ordre un peu plus en détail. Regardez, comment est constituée une carte événement. Alors, il faut savoir qu'il va y avoir un premier joueur, hein, qui aura un joli jeton couronne, et le dernier joueur dans l'ordre du tour tire la carte événement. Si sur cette carte événement vous avez une couronne, il va prendre le jeton couronne et il sera premier joueur à la prochaine manche, donc pas celle-ci. Hein. Donc là, quand on va arriver à la phase d'action, tout le monde joue, on garde l'ordre du tour avant d'avoir tiré la couronne. Hein. Mais la prochaine manche, il deviendra premier joueur. Donc en fait, le dernier joueur, c'est toujours lui qui tire la carte, le dernier joueur peut, au hasard, devenir
premier joueur, mais uniquement le dernier joueur. En sachant que vous avez la salle du trône qui est ici, dont l'action c'est justement de prendre le jeton premier joueur. Donc le dernier joueur peut prendre le jeton premier joueur en tirant la bonne carte, mais de toute façon on peut aller dans la salle du trône pour le prendre activement pour la manche suivante. Toujours pour la manche suivante, pas celle qu'on vient de commencer avec cette phase d'événement. Ensuite, vous avez ici ce que fait l'événement. En l'occurrence, les mages n'ayant pas de carte en main subissent 2 dégâts. C'est pas très sympa cet événement-là. Ensuite, vous avez ici à quel moment on résout l'événement. Donc en gros, vous allez soit avoir la phase de la rose noire. C'est quoi cette phase? C'est la phase du début, celle que je suis en train de vous expliquer, celle où on résout les événements. Donc ça se résout au tout début de la manche. Donc pour ceux qui n'ont pas de carte en main, donc on va essayer d'avoir des cartes en main, évidemment à la fin de la manche. Et ensuite, vous avez cette petite zone-là. Ça veut dire quoi? Déjà, regardez, vous avez 3 emplacements pour les événements ici. Et on va placer dans l'emplacement qui est indiqué là. Hop, comme ceci. Ensuite, quand la carte arrive en jeu, donc là, en l'occurrence, elle arrive, la rose noire avance, en l'occurrence, de 2. Elle avance sur les points de victoire, donc à chaque événement, du chiffre marqué. Et quand l'événement sera défaussé, à ce moment-là, la rose noire avancera de 2 aussi pour celui-là. Alors ça, évidemment, c'est variable. Alors quand est-ce qu'on défausse un événement? Alors d'abord, vous avez des événements immédiats, donc ceux qu'on tire, il y a un effet, pouf, on l'applique, celui-là, on le défausse tout de suite. Et s'il y a des points là, la rose noire avance. Sinon, ce qui se passe, en fait, quand on tire un événement, avant de tirer les événements, on décale, mettons qu'on était comme ceci, tac, voilà, on décale tous les événements. Voilà, on est dans une manche, on a déjà joué, on est comme ça, début de phase de la rose noire, début des événements, avant de le tirer, comme je viens de vous montrer, je décale tous mes événements d'un cran. Et donc celui-là est sorti. Donc celui-là n'est plus du tout actif, c'est terminé. Celui-là est toujours actif. Mais par contre, on a filé les points de la rose noire parce qu'il est sorti. Et si je tire un événement que je dois placer, peu importe, place un événement immédiat, mais que je dois placer ici, et celui-là aussi ressort, on marque les points pour la rose noire, et puis son effet ne fait plus effet. Et donc on peut avoir 3 événements qui nous font des effets, soit lors de cette phase de début de manche, soit pendant la phase d'action, parce qu'il y a des cartes même sympas qui peuvent, à chaque fois qu'on agit, nous amener, nous modifier un peu les règles, c'est les événements, et en fonction de ce qu'on aura écrit. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, quand un jeton va arriver ici, on enlève tout ce tas d'événements, pas cela, mais on enlève tout ce tas, et on va le remplacer par les événements plus évolué, et ainsi de suite jusqu'à la 3e phase de la lune pleine, où on mettra ces événements. Donc ça, c'est la phase des événements, c'est bien foutu, même l'ordre du tour, au final, est bien fait, puisque c'est que le dernier joueur qui peut devenir premier joueur, et du coup, le premier joueur, l'ancien, devient 2e joueur, mais je le répète, pas à la manche en cours, à la manche suivante. Donc celui qui vient par hasard, un dernier joueur, de passer premier joueur, peut se faire piquer la place si un joueur va dans la salle du trône pour prendre ça. Mais on se déplace pas énormément à chaque manche, donc il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Et pour être tout à fait précis, dans l'ordre, on fait d'abord les événements en cours, ceux qui doivent survenir au moment de la rose noire, c'est-à-dire tout début de cette manche, on les résout, c'est la première chose que l'on va faire. Ensuite, on peut défausser des cartes quêtes, je vous l'ai dit, si elles ne nous vont plus ou si elles ne peuvent pas se faire. Ça, c'est la 2e étape. 3e étape, on décale les événements comme je viens de vous l'expliquer. Ensuite, le joueur prend le jeton couronne, évidemment, si c'était apparu. Là, on pioche... Pardon, c'est maintenant, excusez-moi, on pioche la carte événement à ce moment-là pour le dernier joueur, qui va lire l'événement, et puis on décale si, comme je vous l'ai expliqué. Et enfin, à la fin, les joueurs qui n'auraient pas de quête vont piocher donc une carte quête ici. Alors il faut savoir qu'à cette phase, quand on se défausse de cartes quête qu'on ne peut pas faire, je dis que ça fait avancer la rose noire, et on vient les poser ici, dans la zone de défausse. Donc ça, c'est la première phase du jeu. Alors vous voyez, je vous l'ai relu là, c'est utile ça quand même, quand vous jouez pour la première fois. Alors maintenant, on passe à la phase, après cette phase-là, où on va manipuler notre deck de cartes, préparer notre main de cartes, préparer ce qu'on va faire. Donc ça, avant toute chose, je reviens ici. Chaque personnage a certes un nombre de points de vie qui est indiqué là, mais là aussi ses caractéristiques. Alors ils ont tous, ces deux-là, je crois que c'est les mêmes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se débouvrer, on peut se déplacer de 2, on peut mettre 2 baffes si on veut, mais ça c'est leur limite de cartes en main. Donc là, lui, par exemple, elle a 8 cartes en main. C'est 7, 8 ou 9, je crois, selon les joueurs. Donc ça, c'est la limite de cartes en main. Lorsqu'on arrive à la phase suivante, donc après les événements, première chose, on va tirer 2 cartes de notre deck. Donc je vous ai dit, on a un deck de cartes. Bon, hop, on prend les 2 cartes du dessus, on les tire. Ça, c'est déjà ça. On a 2 cartes, mais qui faisaient partie de notre deck. Donc pas de surprise, enfin, on les connaît, ces cartes-là. Et on va en plus tirer 4 nouvelles cartes des différents decks, des différentes écoles de magie. Et là, je vais venir tout de suite là-dessus. Donc on va en tirer 4. Et sur ces 4 cartes nouvelles que l'on va amener dans notre main, on va en garder que 2.
et les deux autres, on va les défausser. Donc au final, on va se retrouver avec deux nouvelles cartes, mais en fait, qui viennent de notre deck, on sait ce que c'est, deux complètes nouvelles cartes qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, donc on va avoir 4 cartes. On aura peut-être des cartes en main des manches précédentes qu'on n'avait pas utilisées. Il ne faut pas dépasser la limite que je vous ai indiquée là-bas sur le plateau. Si on a trop de cartes en main, bah, on est obligé de défausser les cartes en trop. Alors on les défausse ici, hein, sur le côté de notre plateau, on les perd pas, mais on est obligé de les défausser si on a trop de cartes en main. En tout cas, c'est comme ça que commence cette manche où on va commencer à réfléchir à ce qu'on va faire. 2 cartes de mon deck, je sais ce que c'est, et 2 cartes des écoles de magie. J'en prends 4, j'en choisis 2. Et là, je vais devoir vous expliquer un petit peu plus en détail les cartes, bien évidemment, et c'est le cœur du jeu. Alors, regardez. En fait, ces grandes cartes-là, je vous les montre pourquoi, parce que c'est là qu'on va poser les decks des cartes des différentes écoles de magie. Hop, voilà, donc on a un deck de cartes comme ceci, on vient le poser ici, et quand je dis qu'on va piocher 4 cartes, bah, c'est là-dedans, donc je vais essayer de vous le mettre comme ça, voilà, tac, et ça sera sur le côté du plateau, et on a comme ça pour chaque école de magie. Et en fait, des écoles de magie, excusez-moi, dans la boîte de base, qui est dans les extensions que vous avez encore, regardez, vous avez transmutation, conspiration, divination, destruction, illusion, nécromancie. Ça, c'est des aides de jeu, je vous en parle dans 2 minutes. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 écoles de magie. Et en fait, ces écoles ont des particularités. C'est-à-dire que si, quand vous tirez vos 4 cartes, vous les tirez, vous choisissez les écoles, alors pas forcément tout dans le même tas, vous choisissez comme vous voulez, ben vous savez vers même si vous ne savez pas ce que vous allez tirer, ce que ça va faire. Destruction, c'est des cartes qui généralement, évidemment, sont des cartes qui entraînent des attaques vers les autres personnages ou vers les salles, en règle générale. Nécromancie, je ne peux pas vous les dire, vous n'avez pas joué parce que c'est un petit peu compliqué, mais conspiration, c'est essentiellement poser des pièges, vous verrez. Donc les autres joueurs vont pouvoir rentrer, puis bim, se prendre un piège. Donc chaque en fait, type de deck va avoir quand même un profil donné. C'est là où il y a de la stratégie, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver en fonction de là où vous piochez, bah, avec un deck qui va prendre une direction ou une autre. Avec certains decks où il faudra peut-être pas prendre que ce deck-là, d'autres où il faudra peut-être se spécialiser dans le deck, ça dépend un peu. Et c'est là où plus on avance, plus on a fait de parties, mieux on connaît le jeu. Et d'ailleurs au passage, quand on débute la partie, on a chacun un sort de base qui est spécifique de notre mage, donc aucun autre n'aura, mais on a en plus, regardez, derrière, on choisit une école de magie, et on a 2 decks préconstruit, et ça sera notre deck de départ. Hein. Si je décide de commencer avec la nécromancie, je choisis soit ce deck-là, soit ce deck-là. Je vais prendre dans les cartes de nécromancie, les cartes indiquées ici, leur nombre ici, et c'est mon deck de départ. Donc en fonction du profil qu'on veut donner à sa partie, quand on commence la partie, on va choisir un de ces decks-là. Hein, tout simplement, dans l'ordre du tour, hein, toujours. Et donc on a déjà ça en main, et après on va pouvoir piocher donc dans ces différents decks pour avoir ces différentes cartes. Bon alors moi ça me plaît bien, ça bien évidemment, parce que ça nous permet de construire un deck qui a quand même une stratégie, une orientation en fonction des écoles. Par contre en première partie, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de savoir quelle école fait quoi, transmutation, ça fait quoi déjà. Alors pareil, sur BGG vous avez une aide de jeu, alors par contre une aide de jeu où vous avez toutes les écoles, y compris celles des extensions que j'ai pas là. Faut imprimer cette aide de jeu parce qu'elle vous permet d'avoir une idée en première partie. Je suis en train de la chercher là pendant que je vous parle, mais si, je les ai mis là. En fait, moi j'ai fait des petites, des petits trucs comme ça que j'ai imprimé et en fait qu'on peut prendre. Par exemple, nécromancie. Vous voyez avec quel autre tas de cartes vous pouvez mélanger parce que ça va bien marcher. Et ensuite, vous voyez par exemple nécromancie, les traits dominants, c'est dégâts via les évocations, nombreuses évocations possibles. Vous vous souvenez les monstres là, je vous ai dit qui arrivent, qu'on fait jouer en fin de manche. Dégâts directs, gain et vol de points de victoire, enfin de pouvoir, c'est ça, c'est points de victoire, et conversion de dégâts. Alors conversion, vous allez voir ce que c'est, mais voilà, vous savez, voilà quel est le profil de jeu pour cette école. Donc encore une fois, en début de première partie, vous êtes un peu paumé, vous lisez ces petits papiers, et puis plus vous avez de parties, plus au final, vous savez exactement chaque deck ce qu'il fait. Moi, dans ma partie, au final, ça allait assez vite, c'est-à-dire que quand on commence à jouer, les manches tournent, à chaque fois qu'on retrouve dans cette phase où on est là, où on va pouvoir piocher dans les decks dans les différents decks, des nouvelles cartes, et ben ça y est, on sait, conspiration, c'est les pièges, c'est ça, c'est trucs, destruction, ok, là je vais mettre des grosses tatanes, etc., etc. Nécromancie, je vais jouer beaucoup avec les autres figurines. Voilà, on le sait, donc ça va vite, hein, au bout de quelques manches, on le sait, mais évidemment, après plusieurs parties, on le sait beaucoup mieux. En tout cas, à cette phase-là, je vous l'ai dit, 2 cartes de mon deck, 4 cartes que je prends dans les decks de mon choix. J'aurai déjà un deck de départ qui sera orienté sur une seule école de magie, donc j'aurai donné une stratégie à ma partie, et derrière, je fais un peu ce que je veux, mais attention à bien réfléchir. Je vous ai dit, vous avez des decks, par exemple le deck de conspiration qui permet de poser des pièges, encore faut-il que les autres tombent dedans. Donc si vous prenez trop de conspiration, vous pourrez vous retrouver plus qu'avec des cartes qui posent des pièges, vous faites quoi? Vous posez des pièges, vous attendez que les autres tombent dedans.
C'est bien les pièges, mais il faut pas avoir que ça. Vaut mieux aussi taper un petit peu sur les autres écoles. Personnellement, moi je suis parti sur une école qui était difficile, c'est écrit aussi dans la règle, hein, les écoles qui sont plus ou moins faciles à jouer. Je pensais partir sur stratégie, j'ai eu du mal, et donc du coup j'ai commencé à partir sur autre chose et j'ai construit un deck qui était très mauvais. Mais c'est de ma faute complètement. Donc encore une fois, cette mécanique de différents decks avec différentes thématiques, différentes stratégies, je trouve ça très sympa. En sachant que vous avez un deck un peu particulier qui sont les sorts oubliés, en fait c'est le pouvoir de la salle centrale qui est là au début de partie qui vous permettra d'aller chercher des sorts oubliés. Alors c'est pas si simple, hein, et c'est un peu plus compliqué que ça d'aller chercher les sorts oubliés. Ces sorts oubliés on peut les avoir que en allant activer la salle centrale. Ils sont excessivement puissants, mais quand je dis puissant c'est très puissant. Donc vous pourrez râler en disant que ça crée un déséquilibre, mais s'il y a un déséquilibre c'est que les autres joueurs sont allés en chercher et que vous n'y êtes pas allé. Alors là évidemment si vous faites ça, vous allez prendre des sorts dans la boîte terribles et vous ne pourrez pas répondre parce que vous ne serez pas allé chercher de sorts oubliés. Ces sorts oubliés, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont utilisables qu'une seule fois par partie. C'est-à-dire quand vous avez gagné un sort oublié, vous l'utilisez et après on le sort du jeu. Ils sont tellement puissants qu'on ne peut pas les utiliser plus d'une seule fois par partie. Ça aussi c'est bien pensé. Bien, j'ai pioché 4 cartes. Alors évidemment, pardon, il y a une défausse pour chaque école de magie. Je pioche 4 cartes, j'en garde que 2. Donc les 2 que je ne prends pas, je les remets dans la défausse de l'école correspondante. Parce que vous avez des cartes qui vous permettent d'aller piocher dans la défausse des écoles. Donc c'est pour ça qu'il y a une défausse. J'ai pris 4 cartes, j'en ai gardé 2, j'en ai pioché 2 de mon tas, j'ai ma main de cartes, donc maintenant, s'il y a plus de cartes que ce qui m'est autorisé par mon personnage, je mets dans ma défausse celles qui sont en trop, et les autres, les autres, je vais venir faire en phase de préparation, comme je vous ai dit. Phase de préparation, je vais pouvoir poser 4 cartes ici que je vais pouvoir jouer. Oui, dans une manche, on va pouvoir jouer maximum 4 cartes, et ces 2 jetons action que je vais vous expliquer. En sachant que cette zone-là sort rapide, vous devez le poser obligatoirement. Vous êtes obligé d'avoir une carte ici. Ensuite, pour les 3 autres, vous pouvez aller jusqu'à 4 cartes, mais vous pouvez n'en avoir que 2. C'est entre 2 et 4 cartes. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir. En général, on le fait, mais vous n'êtes pas obligé. Alors, l'endroit où vous allez les poser, vous allez voir, est très important. En tout cas, à cette phase-là, dans ma main, je choisis les cartes. Si j'en ai plus que 4, j'en garde pour la manche suivante. Tout simplement, j'aurai un peu plus de choix pour les 4 cartes, ou moins, encore une fois, que j'utiliserai à la manche. Bien, quand c'est à moi de jouer, qu'est-ce que je fais? Alors, on va pouvoir évidemment prendre une carte, je vais vous expliquer comment elle marche, et réaliser son action. Une fois qu'on a réalisé l'action de la carte, on la défausse ici. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, on va pouvoir faire une ou 2 actions. Vous choisissez, on ne peut pas passer. Donc, si vous ne faites pas d'action, c'est fini la manche pour vous. Si vous restez des cartes ici pas utilisées, vous les défaussez, etc. Donc, on va pouvoir faire une ou 2 actions. Les actions des cartes, déjà, je vous ai dit, vous pouvez retourner une carte et faire son action. Alors, attention, autant cette carte-là, vous pouvez la faire quand vous voulez, votre sort rapide, c'est des sorts, vous faites ça quand vous voulez. Par contre, ces 3 cartes-là ont un ordre, c'est-à-dire que vous êtes obligé de d'abord réaliser le sort numéro 1, avant d'avoir le droit de réaliser le sort numéro 2, et avant d'avoir le droit de réaliser le sort numéro 3. Tandis que celle-là, c'est quand vous voulez. Ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait faire 2 actions quand c'est à son tour. C'est quoi ces 2 actions? Ça sera utiliser un jeton physique, faire un sort rapide ou faire une action ici. Mais la seule chose qui est interdite, en fait, c'est de faire 2 actions dites standards. Les 3 en bas, là, qu'on doit faire dans l'ordre, sont standards. Donc la seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de dire, tiens, je fais cette action-là à mon tour, et ma deuxième action du tour, c'est celle-là. Ça, c'est interdit. Donc on ne peut pas, alors j'ai fait évidemment dans l'ordre, on est obligé, on ne peut pas faire 2 actions standards à son tour. Par contre, je peux faire une action physique, une action standard, une action physique, une action rapide, une action rapide, une action standard, une action rapide, une action physique, voire 2 actions physiques. Aucun problème. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, je le répète, c'est 2 actions standards à votre tour. C'est pour ça que celle-là est un peu spéciale, puisque c'est le sort rapide qu'on peut utiliser comme on veut, tandis que celle-là, celle que vous mettez là, n'oubliez pas que vous aurez dû faire ces 2 choses-là avant. En sachant qu'il y a une action un peu particulière, vous avez le droit de défausser une carte non utilisée, donc tant pis, vous ne l'utiliserez pas, pour bouger de une salle. Voilà. Ça, c'est une action un peu particulière. Alors, quelle action on va faire? Je vous ai dit, il y a ça, mais il y a aussi les actions des salles. Alors, je vais commencer par les jetons d'action physique, ce que je vous ai montré là. Si vous faites un jeton d'action physique, vous allez pouvoir faire quoi? Soit vous vous déplacez et vous activez la salle, c'est optionnel. Soit vous frappez et vous activez la salle, c'est optionnel. Mais vous ne pouvez pas vous déplacer et frapper. C'est soit l'un, soit l'autre. Je me déplace de combien? C'est écrit sur les plateaux personnels, c'est toujours de 2 maximum. Donc voilà, c'est à moi de jouer. J'ai elle, et écoute, je choisis et je me déplace de 2 salles, 1, 2, ou comme je veux, où je vais là. Et je peux, si je souhaite, activer l'action de la salle. 2 choses. Première chose, quand c'est à vous de jouer et que vous êtes ici dans votre chambre, vous êtes obligé d'en sortir. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre chambre, il ne peut rien vous arriver. On ne peut rien vous faire, même avec des sorts qui vous frapperaient, on ne peut pas. Vous êtes protégé, mais vous n'avez pas le droit d'y rester. Quand c'est à votre tour, vous êtes obligé d'en sortir. Si vous n'avez plus de jetons d'action physique, vous êtes obligé de défausser une de vos cartes pour au moins avancer de 1.
Mais vous faites qu'avancer de 1 avec le système de défausser une carte, vous activez même pas la salle. Donc vous êtes obligé. Alors il faut savoir, je vous le dis tout de suite, quand vous allez perdre tous vos points de vie, en fait la seule chose qui arrive, c'est que vous retournez dans votre salle de départ. Bon, on enlève tous les cubes là qui vous ont blessé, et après quand ça vous, vous ressortez. Tout simplement. Mais bon, si vous êtes là, vous essayez de faire un truc comme ça, qu'on vous tue, qu'on vous ramène là, ça fait pas très plaisir. Donc je reviens. Soit je me déplace de 1 à 2 cases et je peux réaliser l'action de la salle, soit je suis dans une salle où il y avait déjà un autre, donc là je ne me suis pas déplacé, hein, c'est à moi de jouer, je suis dans une salle où il y a quelqu'un d'autre, je frappe et je peux activer l'action de la salle. Donc je frappe, c'est toujours pareil, je fais combien de dégâts, c'est écrit sur mon plateau personnel, je fais 2 dégâts à l'adversaire. Tout simplement. Donc ça, c'est les actions physiques, et quand on active une salle, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'une salle n'est activable qu'une seule fois par manche. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai faite, alors celle-là, regardez, c'est Invoquer Cerbero, qui est une des figurines. Celle-là, une fois que je l'ai fait, je la retourne. Et vous voyez, elle est barrée, on ne peut plus l'utiliser pour cette manche-là. Alors, à la fin de la manche, lors de la phase d'entretien, on retourne tous les jetons, ils seront utilisables à la manche suivante. Mais chaque action de salle n'est activable, encore une fois, qu'une seule fois par manche. Et on les active grâce aux jetons physiques, soit frappe, activation, soit déplacement et activation. Ok, première type d'action, je me déplace, j'active, je frappe ou j'active. Alors attention, vous ne pouvez pas vous déplacer et frapper, je le répète, parce que vous allez avoir envie de faire ça. Hein. Vous avez, lui, il est là, je dis, oh super, action, je me déplace et je frappe. Non, si vous voulez vous déplacer et frapper, en fait, la seule manière que vous avez, c'est d'utiliser vos deux jetons d'action physique. C'est-à-dire d'abord, je me déplace, ici, je peux activer la salle. Celui-là, il est utilisé, alors on le retourne, pardon. Vos jetons d'action physique, ou je ne l'ai pas dit, ne sont utilisables qu'une seule fois par manche. Tout est utilisable qu'une seule fois par manche. Vos cartes sont utilisables qu'une seule fois par manche. Ça me paraissait évident, mais je le précise. Et deuxième action, j'utilise mon deuxième jeton d'action physique, mais cette fois pour frapper et éventuellement, et pas réactiver la salle, puisque j'aurais activé une fois, on ne peut pas l'activer deux fois, et là, à ce moment-là, je peux frapper. Mais il faudra utiliser vos deux jetons d'action physique si vous voulez faire ça à votre tour. En ce qui concerne les cartes, quand on utilise une carte, alors une carte, c'est un petit peu particulier, parce que toutes les cartes sont construites de la même manière, c'est-à-dire que vous avez deux actions possibles sur une carte. Quand on est en phase de préparation, quand on place ces cartes à la phase précédente, on choisit pour chaque carte quel sort on va utiliser. Vous choisissez lequel des deux, et attention, regardez, c'est écrit là, vous posez, mettons que je choisis ce sort-là, le côté actif vers vous. Il faut bien faire attention à ça, vous posez comme ça. Quand c'est à moi de jouer, si à ce tour je décide d'utiliser cette carte, je la prends et je la retourne, et du coup le côté actif, il se retrouve révélé ici, comme indiqué là. Et je réalise le sort, tout simplement. Alors, des sorts, il y en a de plusieurs types. Je veux juste vous préciser une chose sur deux sorts particuliers qui ont des jetons, qui sont les sorts de défense et qui sont les sorts de piège. Si vous avez un piège, alors c'est indiqué hein, bien évidemment, mais si vous avez un piège, à ce moment-là, quand vous l'activez, c'est à mon tour, mettons que là j'ai un piège, je veux l'activer. Je dis j'active mon piège. En fait, je ne retourne pas la carte. Je pose le jeton piège dessus. Les autres joueurs sont prévenus que j'ai activé mon piège. Un piège, ça va être par exemple, tout joueur qui rentre dans une salle bleue prend 3 dégâts. Un joueur qui résout une quête à ce tour prend ceci, cela, ou vous lui piquez des points. Voilà, c'est ça un piège. Donc souvent quand il y a des pièges, on n'ose plus trop bouger. Ça c'est la première chose. Vous avez d'autres cartes qui sont des défenses. Donc quand vous les activez, c'est-à-dire que vous dites à mon tour, je fais l'action de ma carte, défense ou piège. Vous posez un jeton défense dessus. Ça veut dire quoi? Maintenant il est activé. Donc ça généralement, ça fait que quand vous allez vous faire attaquer, vous allez vous défendre. Et évidemment, si vous prenez une attaque, vous pouvez à ce moment-là révéler votre carte. Comme le piège. Si je me prends une attaque et que j'utilise ma défense, qui a été activée précédemment, je le répète, vous la retournez. Maintenant, c'est terminé. À cette manche, je n'ai plus de défense, puisque je l'ai utilisée. De même que le piège, si à cette manche-là, je la retourne, et j'ai utilisé mon piège, c'est fini, à cette manche, je ne peux plus l'utiliser. Alors, je vous ai dit au passage sur ces deux cartes-là une particularité, c'est qu'à la fin de la manche, les cartes, on les défausse toutes ici, bien évidemment. Il y a une exception, c'est les cartes pièges. Tous les pièges que vous auriez activés ou pas d'ailleurs, mais qui n'ont pas été déclenchés, vous pouvez les reprendre dans votre main. C'est important. Les pièges sont reprenables dans sa main si on ne les a pas utilisés. Mais n'oubliez pas ces cartes-là, je le précise, quand vous les activez, hop, au lieu de les regarder, vous posez ça. Mais si vous avez une carte piège ici, que vous ne l'avez pas activée à un tour et quelqu'un rentre et qu'il y a un piège déclenchable, vous ne le déclenchez pas. Il faut d'abord, et c'est une action, activer le piège ou ici la défense, par exemple. Ça, c'est important. Alors, en sachant que les pièges, il faut savoir que je vous ai dit, par exemple, quelqu'un rentre dans une salle, ça le déclenche. Pour les pièges, où c'est quelqu'un qui rentre dans une salle de la bonne couleur et ça déclenche le piège, il faut que la salle soit vide quand il y rentre, et ça ne marche pas s'il en sort. Alors, comment il peut y avoir quelqu'un dans une salle où vous avez un piège, il a pu y rentrer alors vous n'aviez pas encore activé votre piège. Du coup, si quelqu'un rentre à nouveau, le piège ne se déclenche pas. Ou alors, si vous avez oublié
Quelqu'un est rentré, vous n'avez pas vu, vous avez oublié que vous avez le piège, vous ne l'avez pas déclenché, ça peut aussi arriver. Donc lui, il est protégé, il ne se prendra pas le piège, et même quand il sort, il ne se prendra pas le piège. Alors quand vous regardez un sort, en fait, vous avez ici le type de sort, ça c'est de l'attaque. Vous avez l'élément auquel il appartient, donc c'est du feu. Alors il y a des jetons éléments comme ça, parce qu'il y a des sorts où il n'y a pas de... il n'y a rien écrit. Donc vous choisissez, vous prenez un jeton élément, vous dites c'est un sort de feu, alors ça dépend des cartes, etc. Il peut y avoir différents événements qui disent qu'un sort de feu fait que ceci, cela, ben ça dépend. Ici, vous avez en fait la cible. Alors là, vous voyez, c'est un hexagone, c'est-à-dire que la cible, c'est une salle. Après, vous avez des cartes où la cible, ça va être, par exemple, ici, je vous le montre, un personnage. Vous voyez? Alors, vous pouvez avoir un petit magicien, et du coup, c'est vous la cible. Bon, je peux en avoir là, mais c'est pas très grave. Ensuite, vous avez toujours un chiffre, alors, ou une étoile, à côté du personnage ou à côté de la zone. Ça veut dire que c'est la distance à laquelle vous allez lancer votre sort. Quand vous avez une étoile, que ce soit un personnage ou une salle, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser où vous voulez sur le plateau. Hein. Je suis là, ici, je peux utiliser mon hurlement démoniaque où je veux. Hein, sur le plateau. Ici, ça veut dire que je ne peux m'éloigner que de 1, soit je le déclenche dans ma salle, soit une salle adjacente. Ce sort-là, par exemple, parce que je l'ai vu que je l'ai retourné, vous voyez, ça peut aller jusqu'à 3 salles. Alors, il faut savoir que les distances sont toujours en ligne droite. Très simple. C'est-à-dire que je ne peux pas dire 1, 2, 3. Non, ça ne marche pas. Hein. Cette salle-là, enfin en plus ça ne marche pas parce que c'est une chambre, mais je ne peux pas dire 1, 2, 3. Cette salle-là, je ne peux pas l'atteindre. Là. En ligne droite, ça ne marche pas, hein, même si j'avais la distance. Il faut à tout prix un sort avec une étoile pour pouvoir atteindre une salle qui n'est pas en ligne droite par rapport où je suis. Donc la distance, la cible, et la distance se calcule toujours en ligne droite, sauf étoile, où à ce moment-là, vous ciblez ce que vous voulez. Et vous lisez le texte, évidemment, à chaque fois. Alors, les deux sorts de part et d'autre se ressemblent. Hein, il faut bien comprendre que les deux sorts se ressemblent. Donc, ils ont toujours une petite variante, en fait. C'est le même sort, mais avec une petite variante. Donc, c'est pas deux sorts totalement différents. Donc, ça, c'est bien foutu aussi. Vous allez avoir toujours à peu près la même action sur la carte, mais elle va pas avoir exactement la même conséquence. À vous de voir, à ce moment-là, quelle est la conséquence que vous préférez. Je trouve ça très, très bien foutu. Alors, en sachant qu'évidemment, un des trucs, ça va être de foutre des baffes aux autres et aux salles. Alors, il faut savoir une chose, quand vous avez un sort avec ce symbole au milieu, ça veut dire que c'est un sort très puissant qui déstabilise la salle. Alors vous avez en plus des pouvoirs où écrit ici, il y a déstabiliser la salle. Donc en tout cas, quand vous avez ça, plus éventuellement quand c'est écrit sur le sort, vous prenez un de vos cubes, alors on en a tous en nombre limité, et mettons que j'ai lancé un sort ici, que j'ai déstabilisé, je le mets ici. En fait, ce qui va se passer, c'est que d'autres joueurs vont pouvoir déstabiliser la salle et mettre les cubes. Et lorsque toute la salle sera remplie de cubes, alors il faut savoir que c'est une option, mais c'est bien mieux, vous pouvez continuer à en mettre, c'est-à-dire à dépasser le maximum. Et bien quand toute la salle, elle sera déstabilisée, il ne se passe rien tout de suite, ça sera en fin de manche, donc on peut toujours l'utiliser, s'y balader, tout à la fin de la manche, on va vérifier les stalles où on a mis tous les cubes, voir ça dépasse. Et celui qui aura mis le plus de cubes, d'où l'importance de pouvoir dépasser au cours de la manche en cours, celui qui aura mis le plus de cubes va gagner le jeton de la salle détruite et marquera en fin de partie 3 points de victoire pour celle-là, comme c'est indiqué. J'ai bien dit en fin de partie pour les salles, donc ça ne vous fait pas progresser ici. C'est celui qui a mis le plus, c'est pas celui qui termine la salle, hein, c'est celui qui aura le plus de cubes ici. Donc ça, c'est pour détruire les stables, et une salle qui est détruite, je vous ai dit, on la retourne, et en fait, on peut y passer toujours. Les figurines qui sont dessus, quand elle est détruite, elles n'ont aucun dégât, mais par contre, on ne peut plus la déclencher, donc son pouvoir est perdu. Alors il y a des quêtes qui demandent d'activer des salles, si on vous la détruit, ben, c'est une quête que vous défausserez parce que vous ne pourrez plus la faire. Et si je frappe un adversaire, eh ben, c'est très simple, j'ai des cubes, mettons que je lui fasse 3 dégâts à celui-là, eh ben, je viens mettre sur son plateau à lui 3 de mes cubes, comme ceci. Et vous avez des pouvoirs qui vous permettent de mettre des dégâts, mais pas en rajoutant des cubes, mais en remplaçant les cubes qu'un autre joueur aurait mis en faisant des dégâts préalablement à lui. Donc il y a aussi des systèmes de remplacement. Et en quoi c'est important? Ben, c'est pareil, quand on va atteindre le maximum de points de vie, lui, il est mort. Alors, il est mort tout de suite. Hein. Alors, on peut dépasser. On peut avoir rempli de cubes et puis il y a juste une petite place ici qui reste. Je peux lui mettre 4 dégâts et je repose mes cubes. C'est important parce qu'on a encore une histoire de majorité. Alors, comme je vous l'ai dit, qu'il y en a un qui se prend tous ses cubes, première chose, mettons qu'elle s'est pris tous ses cubes, que sa salle de départ soit là-bas, hop là, elle retourne dans sa chambre. On enlève tous les cubes, mais on va regarder les majorités. Celui qui lui aura mis le plus de baffes va prendre 4 points de victoire tout de suite. Le deuxième va prendre 2 points de victoire et tous les autres qui auront mis des cubes ici vont gagner 1 point de victoire. En sachant que s'il y a égalité pour celui qui a mis le plus de baffes ou le deuxième, ils prennent 1 point de victoire en moins. J'entends par là, c'est vous qui avez mis le plus de points de dégâts à Tessa et qui est morte là, à ce moment-là, vous gagnez 4 points de victoire. Mais s'il y en a un autre joueur qui a mis exactement le même nombre de cubes que vous, donc le même nombre de dégâts à Tessa, les deux gagnent le maximum, moins 1.
Donc il gagne plus que 3 points de victoire. Et pour la deuxième place, où je vous l'ai dit, on gagnait 2 points de victoire, s'il y a 2 joueurs qui ont le même nombre de cubes en deuxième place, ils ne gagnent pas 2 points de victoire, mais ils gagnent 2 moins 1 point de victoire. Tout simplement. Et donc on va progresser là-bas. Est-ce tout? Non, je vous ai dit, vous avez les jetons trophées. Celui qui, par contre, peu importe la majorité là, a mis le coup de grâce, même si au final il a mis qu'un cube lui, hein, sur tous les coups, hein, mais il a mis le coup de grâce, et ben il prend le jeton trophée. Et ça, c'est des points de victoire fin de partie. Uniquement fin de partie. Celui qui aura le plus de jetons trophées, 4 points de victoire en fin de partie. Celui qui sera juste après 2 points de victoire et après 1 point de victoire. Donc une fois que tout le monde a utilisé tous ses jetons, ses cartes, enfin bref, passe, une fois qu'on a tous passé, je dis qu'on passe en phase d'évocation. Alors en fait, lorsqu'on invoque, alors c'est marqué évocation, mais en fait ça devrait être écrit invocation. Hein. Lorsqu'on invoque une créature, alors je vous ai dit, vous avez des cartes qui permettent d'invoquer des créatures, mais vous avez aussi, par exemple, la salle de l'invocateur qui permet d'invoquer un cerbero. Alors parce qu'en fait, vous avez plusieurs types de créatures. Alors vous avez même des hôtels. Vous avez l'hôtel mutant et puis vous avez l'hôtel divin. Je sais plus où sont, les cartes sont mal mises. Voilà, l'hôtel divin. Alors en fait, ça, ce sont juste des objets qu'on pose comme ça. Ce sont des hôtels, hein, vraiment. Hein, c'est des figurines. Je vais vous montrer un hôtel divin. Hein. Pour l'hôtel mutant, il faudra jouer au jeu pour le voir. Donc voilà, j'ai un hôtel divin. Et si j'ai une carte, c'est des cartes, un pouvoir, qui me permet de créer cet hôtel divin, je vais le poser là. Ah oui, bah super, ça sert à quoi? Ben en fait, vous avez des pouvoirs qui vous rapportent des points en fonction des hôtels divins. Pareil avec les hôtels mutants. Donc c'est à ça qu'ils servent, les hôtels. Par contre, les autres, eux, généralement, ça sert à tataner. Alors en fait, quand vous invoquez, alors avec une carte pendant votre phase d'action ou en activant la salle, un de ces personnages-là, vous prenez la carte, parce que vous la retournez, vous avez ses caractéristiques. Lui, il peut se déplacer de 2, faire 4 de dégâts, et il a 4 points de vie. Donc en sachant que quand on attaque avec nos sorts, on peut aussi attaquer, évidemment, les figurines qui sont sur le plateau, qui ne sont pas des mages. Hein, y a des cartes pour ça. Donc on peut détruire une figurine avant d'arriver en fin de manche. J'ai vu ça dans la partie. Un joueur a invoqué un cerbero, qui a 2 points de vie, je crois. Puis quand ça a été un autre joueur de jouer, qu'il a débarqué, il a buté le cerbero. Et comme nos invocations n'agissent qu'à la fin de la manche, donc après la phase d'action, ben en gros le cerbero il a jamais agi, quoi. Celui-là, il est arrivé, il est mort. Donc en tout cas en phase d'évocation, quand on a tous fait nos actions, on va pouvoir agir avec nos invocations. Donc lui, par exemple, c'est à moi de jouer, on le fait dans l'ordre du tour. Hein. C'est à moi de jouer, mettons que j'ai un chevalier squelettique qui était posé ici, donc le chevalier squelettique, alors en plus j'ai pris celui-là, mais il est puissant, donc c'est pas si, on va pas en invoquer des tonnes de cela. Mais voilà le chevalier squelettique, ben voilà, je l'avais invoqué. Et ben maintenant, qu'est-ce que je fais quand c'est à moi de jouer en phase d'invocation? Je le répète, après toutes nos actions, et ben je vais pouvoir, si je le souhaite, le déplacer de jusqu'à 2 cases, et puis il va frapper qui je veux, soit une autre figurine, soit une figurine neutre, là, comme ça, soit un personnage, et il va lui faire 4 dégâts. Évidemment, si je fais des dégâts à un autre mage, je mets sur sa fiche mes cubes à moi, c'est mon invocation, hein, quand même. Et il a 4 points de vie s'il se prend des baffes. Alors, quand on utilise comme ça en phase d'invocation, il faut savoir que ces personnages qu'on aura rajoutés sur le plateau en phase d'action, juste avant, on les déplace et après elles frappent. Elles ne peuvent pas faire l'inverse. Elles ne peuvent pas frapper puis se déplacer. Vous pouvez ne pas vous déplacer, la déplacer si vous le souhaitez, mais par contre, si elles frappent, elles ne bougent pas. Et alors ces cartes-là, pourquoi elles sont là? Parce qu'on va les mettre en dessous de son plateau personnel, d'abord pour se rappeler comment elles marchent, hein, et ensuite on est limité à 3. Donc vous voyez, on a droit à 3 invocations, et pas plus. Que 3 invocations. Pourquoi il y a des petites roses là? Parce qu'en fait, il faut les différencier, nos invocations. Parce qu'on peut avoir 3 invocations identiques. Hein. On peut faire 3 fois la même bestiole, là, le cerbero, il y a des cartes, on peut en avoir 3. Donc il faut pouvoir les différencier, ne serait-ce que pour différencier les points de dégâts qu'ils ont pris. Alors pour ça, il y a des, vous voyez sur le côté là, il y a des petits trous dans lesquels on va mettre des petites roses à notre couleur. C'est minuscule. Oui, alors là, c'est vraiment minuscule. Alors non seulement c'est minuscule, mais alors vous voyez, on vient le mettre là. Hein, mais en plus, vu que c'est minuscule, alors celle-là marche très bien, vous voyez, elle tient bien, je l'ai bien fixée. Mais vous en avez qui rentrent pas dans les trous, moi j'en ai vu, hein, qui ne rentraient pas dans les trous. Vous en avez qui rentrent trop bien, enfin qui sont trop lâches, et donc si vous bougez trop votre personnage, elles vont sauter. Donc faites gaffe, ça c'est pas très ergonomique. Mais voilà, lui, je sais que c'est celui qui a une rose de ma couleur, s'il est là, donc si je prends une baffe, et s'il prend une baffe, il faudra que je mette sur la bonne carte en fonction de l'emplacement en bas de mon plateau, tout simplement. Ça, ce sont les invocations qu'on réalise encore une fois pendant sa phase d'action, mais par contre que l'on fait jouer lors de la phase d'invocation dont je viens de vous parler. Et je vois une chose, j'ai oublié de vous dire une chose, je vous le dis très vite, excusez-moi, rien à voir avec les évocations, on a tous cette tête de jeu qui est très très bien parce qu'elle nous rappelle ce que font toutes les salles. Alors évidemment, quand vous avez 5 parties à votre actif, vous n'avez plus besoin, vous savez ce que font les salles. Par contre, et vous les reconnaissez tout de suite avec les dessins qu'il y a dessus, vous n'avez plus besoin de lire les petits trucs. Mais par contre, quand en première partie, c'est très pratique, hein, ça évite d'aller dans la règle. Hein. Donc on regarde ça, bim, on voit exactement ce que ça fait, et puis après les iconos, on les comprend. Hein. La salle de miroir, moi je sais très bien ce qu'elle fait maintenant, c'est bon, c'est plus la peine, j'utilise plus ça. Hein. Ça c'est pour un début, mais c'est bien en début de partie de
de pouvoir avoir ces cartes-là. J'aurais bien aimé qu'il y ait des cartes similaires pour les différents decks là-haut, pour pouvoir, quand on choisit nos cartes, en début de, quand c'est nos premières parties, pouvoir choisir avec une aide de jeu. Et voilà, et quand on a fait ça, quand on a joué nos invocations, et ben après on arrive en phase d'entretien. Ça veut dire quoi? Toutes les cartes ici qu'on a placées, elles sont défaussées, qu'on les ait jouées ou pas d'ailleurs, sauf les pièges qu'on n'aurait pas déclenchés. Je vous l'ai dit, ça vous revient à votre main, vous pourrez les reposer à la manche suivante. Les sorts oubliés, vous vous souvenez, c'est les sorts super puissants dont je vous ai parlé, qu'on vient chercher ici. Et ben eux, quand ils ont été joués, je vous ai dit qu'on les retire définitivement de la partie. Évidemment, bon, vous vous doutez bien, tous les jetons physiques qu'on a utilisés, on les réactive pour la manche suivante, de même que toutes les salles qu'on va pouvoir réactiver, sauf les salles où on a rempli de cubes d'instabilité, auquel cas on enlève le jeton, c'est celui qui aura mis le plus de cubes qui le gagne pour les points de victoire fin de partie, et la salle n'est plus active, bien évidemment, jusqu'à la fin de la partie. Alors, une petite point de règle important à comprendre, c'est que si ici, il y a le même nombre de cubes, c'est-à-dire qu'il y a des égalités sur les salles, à ce moment-là, le jeton pour la salle, il arrive à la rose noire, c'est-à-dire qu'on le met ici. C'est la rose noire qui marquera qui marquera les points de victoire en fin de partie. S'il y a égalité, donc on peut empêcher un joueur de marquer des points en faisant égalité, mais par contre on file des points à la rose noire. Donc c'est à nous de calculer en fonction d'où elle en est et où on en est nous. Donc ça peut être, on peut jouer là-dessus en fonction d'où sont les jetons. Si le joueur avec qui on se battait pour avoir la salle, au final il est à peu près au niveau de la rose noire alors que nous on est bien devant, autant filer les points à la rose noire. Donc c'est tout de suite mieux. Et évidemment dans la phase d'entretien, on vérifie si on a atteint les 30 points et qu'est-ce qui se passe si on atteint les 30 points? Eh bien, si on atteint les 30 points, la partie est terminée. Il n'y aura pas de nouvelle manche. Donc, anticipez. Quand il y a quelqu'un qui est à 28, vous doutez bien qu'on va pas en faire des tonnes des manches. Et à ce moment-là, on va compter les points de victoire fin de partie. Comme je vous ai dit, on va regarder les quêtes. Alors, les quêtes, je vous l'ai rappelé, elles vous ont rapporté des points de victoire immédiats. Bon, pas celle-là, mais il y en a d'autres qui rapportent quand même des points de victoire immédiats. Voilà, celle-là, si vous l'avez faite, elle vous a rapporté 3 points de victoire au moment où vous l'avez réalisée. Mais à la fin, on va regarder toutes les quêtes que vous avez réalisées, là, sur la droite de votre plateau. Et celui qui en a le plus va gagner 6 points de victoire, le deuxième 3 et le troisième, enfin le troisième. Et tous les autres matchs qui auront au moins fait une quête, 1 point de victoire. Donc dès que vous avez fait au moins une quête, ce sera 1 point de victoire fin de partie, mais ceux qui en ont fait plus, c'est 3 ou 6 points de victoire. Pour les jetons trophées, je vous ai expliqué, en fonction du nombre de jetons trophées, c'est le nombre de fois où on aura achevé un mage, je dis bien achevé un mage, c'est pas forcément nous qui avons gagné les points au moment où il est mort, c'est pas forcément nous qui avons mis le plus de dégâts sur le mage, mais achevé un mage, et celui qui a le plus de trophées a 4 points de victoire, le deuxième 2 points de victoire, et tous les autres qui ont moins un trophée ont 1 point de victoire. Ensuite, on additionne, je vous l'ai dit, tous les points des salles qu'on aura détruites, celles où on aura donc été majoritaire quand la salle aura disparu, et un truc que j'oublie tout le temps, c'est le premier joueur a 1 point de victoire en plus. Le jeton premier joueur gagne 1 point de victoire. Alors les égalités sont cassées avec nombre de quêtes complétées, celui qui a le nombre de quêtes complétées le plus, il a gagné, si c'est égalité aussi, son nombre de quêtes, c'est le nombre de trophées, celui qui en a le plus a gagné, et si c'est encore égalité, vous avez deux possibilités, soit voilà, les deux ont gagné, il y a une égalité parfaite, ou alors on peut continuer à faire des tours supplémentaires, juste pour différencier les deux joueurs qui ont gagné, et à ce moment-là on ne compte vraiment plus on compte plus des points de victoire fin de partie, on compte les points de victoire qu'on gagne en cours de partie, c'est-à-dire 4 résolus, et lorsqu'on détruit un mage. Alors au passage, vous doutez bien que quand un mage a beaucoup de dégâts, c'est une cible. Plus vous avez pris de dégâts, plus vous allez être une cible pour les autres joueurs. C'est évident, parce qu'on va bientôt pouvoir vous finir, et si on vous finit, on gagne un trophée. Et si on gagne un trophée, on pourra avoir potentiellement, si c'est nous qui en avons plus, 4 points de victoire en fin de partie. On fait 30 points, puis bon, on fait un peu plus, 40, mais enfin 4 points sur 40, c'est 10%, c'est loin d'être négligeable. Donc évidemment, plus vous prenez des dégâts, plus vous savez que vous allez vous faire renvoyer dans votre chambre, donc anticipez. Commencez pas à vous rapprocher d'un autre Gus, de vous mettre dans sa salle pour aller faire un truc dans la salle d'à côté, alors qu'il vous reste plus qu'un cube libre là, parce qu'il va vous attaquer derrière, il va vous renvoyer dans votre salle. Bon, donc anticipez un peu, puis évidemment du coup on cible. Alors juste une règle que je vous ai pas dit, si vous êtes le seul à avoir mis des dégâts à un adversaire et que vous arrivez jusqu'à la mort de l'adversaire, c'est pas 4, vous êtes tout seul, c'est pas 4 points, c'est 5 points que vous prenez. Parce que vraiment, vous l'êtes fait tout seul, en gros. En sachant aussi qu'il y a des cartes, vous verrez, où vous pouvez remplacer, je vous ai dit les cubes, mettons qu'on soit comme ça, mais vous pouvez vous remplacer des cubes sur votre propre plateau. Vous mettre vous-même des dégâts. Mais par contre, vos cubes que vous mettrez ici, vont gêner les autres pour être premier, avoir 4 points, ou deuxième, 2 points. Si vous êtes premier, vous avez éliminé la première place pour les autres, les 4 points de vous avoir tué, mais par contre, vous ne gagnez pas les 4 points parce que vous êtes mort. Donc on peut mettre ses propres cubes sur son plateau en fonction des sorts, mais ce n'est pas pour gagner des points, c'est pour empêcher les autres d'en faire. C'est tout à fait différent. Voilà, c'était donc Black Rose War qui est sorti il y a maintenant quelques temps. Moi, je fais cette vidéo qu'en juillet 2021, mais vous avez un Kickstarter à surveiller en août 2021.
T1, il a toutes les chances que je fasse une vidéo de prototype sur ce Kickstarter, je vais voir, mais enfin il y a toutes les chances. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que ce jeu, en fait, quand j'y ai joué, moi je vous ai dit j'ai mal joué, hein, mais en ce moment je joue pas bien d'ailleurs, ça fait plusieurs parties que je joue pas bien, mais j'ai envie d'y rejouer parce que j'ai envie de faire une autre stratégie. J'ai envie de partir destruction nécromancie, ce qui est le plus simple, et bon bah voilà, c'est un petit profil que j'ai envie de me tenter. Mais je vous dis, vous avez des profils où vous gagnez des points, c'est un peu plus compliqué avec les hôtels, donc vous allez en construire, en détruire, enfin c'est vraiment très différent. Vous avez des profils où vous jouez beaucoup avec ces figurines là, donc en phase d'évocation, elles vont aller tataner pour vous. Donc vous avez vraiment des stratégies différentes. Certes, vous ne savez pas les cartes que vous piochez, en phase de pioche de cartes, mais bon, vous avez choisi l'école de magie, donc vous savez vers quoi vous vous orientez. Vous partez sur la conspiration, prenez les cartes conspiration, bah vous allez prendre des pièges, hein, c'est à peu près sûr, vous allez en avoir, vous ne saurez pas lesquels, d'accord, mais voilà, vous avez déjà pas mal de pièges dans votre deck, limitez un peu conspiration, c'est pas la peine d'en avoir 350 des pièges. Allez sur d'autres sorts, si vous êtes parti sur le combat et vraiment détruire les salles et surtout gagner des trophées, gagner des points de victoire en tapant les autres, bah vous allez sûrement prendre des sorts rouges qui sont les sorts de destruction, qui sont là pour mettre des points de dégâts. Donc voilà, il faut lire tout parce que je vous ai juste dit ça, mais vous avez, en fonction des différentes écoles, les possibilités sont très variées. Là, il faut évidemment savoir un peu sur quelle école on s'oriente. Donc ça, c'est très sympa. Donc moi, c'est un jeu qui m'a vraiment bien plu. Alors, on n'est pas dans l'Eurogame, évidemment. On n'est pas non plus dans l'Améritrage. C'est un peu c'est un truc un peu hybride, je trouve, mais qui est bien conçu. La progression ici des événements et des quêtes qui est faite. La rose noire qui nous pousse à vite monter en points. Et de toute façon, c'est une course au point. Hein. Ça, c'est absolument clair. Mais il y a des points de victoire aussi fin de partie avec des majorités. Faut pas les négliger parce qu'en fin de partie, rien qu'avec les points de victoire fin de partie, quelqu'un peut vous passer devant, même si c'est vous qui avez fait 30 points en premier. Donc voilà, c'est un jeu qui m'a bien plu. Je verrai donc l'expansion en standalone qui va arriver, l'extension en standalone qui va arriver en août, qui s'appelle donc Black Rose War Rebirth, normalement, qui devrait arriver en français aussi. Alors je sais pas si dans le KS elle sera en français, je pense que oui, hein. Mais il y a des chances et je sais normalement quel éditeur, mais bon je peux pas le dire parce que tout ça c'est pas encore finalisé je crois, hein. Donc je vais pas dire des choses qui au final vont pas se faire, c'est ridicule. Voilà, Black Rose War, si ça peut vous passer sous la main, essayez-le, et si vous l'avez déjà essayé et que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, hein, dans les commentaires. Voilà, bon jeu.